Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, c'est un honneur pour moi et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'accueillir ces déjà 14e Assises nationales de la recherche stratégique. Je vous remercie d'être venus fidèlement, parfois de loin, d'être venus aussi pour nous faire profiter de votre expérience, de votre expertise. Et je remercie Alain Boer et toutes les équipes du pôle de recherche, sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise pour l'organisation de ces assises. C'est la 3e fois déjà et à chaque fois, le titre et le sujet constituent d'abord pour moi une surprise, puis une véritable prise de conscience, inquiétante certes, mais non paralysante, au contraire, stimulante. On sent que face aux menaces, vous avez choisi d'agir. La question est comment ? Comment faire face au nouveau désordre mondial ? C'est la question que vous posiez l'année dernière. Des éléments de réponse figuraient déjà l'année dernière et on les retrouve cette année. La prévision, la détection, l'analyse. Je ne m'aventurerai pas ce matin à commenter le titre à la fois étrange et familier. On sait tous ce qu'est une thrombose, qui emprunte au vocabulaire médical, qui nous rappelle aussi qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je suis certaine qu'Alain Boer et Xavier Hofer le feront beaucoup mieux que moi. Mais ce que je comprends de cette journée, de ce titre, c'est que, grâce à vous, nous allons non pas comprendre au sens étymologique, prendre avec nous, mais vous allez nous révéler ce qui, finalement, nous est à la fois étrange et familier. Ce rôle des entités armées non étatiques, ce rôle d'acteurs puissants, transnationaux, et vous nous mettrez face à cette réalité. La question n'est pas de savoir aujourd'hui si ces corridors, si ces milices toucheront l'Europe, mais quand et comment nous pouvons y faire face. Je voudrais dire que le Conservatoire national des arts et métiers, de prime abord, si l'on s'en tient à son nom, ne paraît pas le lieu le plus adapté pour réfléchir à ces questions de géopolitique, de géostratégie. Et pourtant il l'est. Vous êtes ici dans l'amphi Abbé Grégoire, du nom du fondateur du CNAM, qui, comme vous, était un visionnaire et qui avait compris en pleine révolution qu'il fallait un conservatoire pour préserver l'avenir, conserver les objets, les protéger de la destruction, mais conserver les objets aussi pour montrer ce que nous savons faire, pour montrer comment la France, ce pays où le génie industriel se révèle chaque jour, comment la France pouvait, à l'aube de la révolution industrielle, se positionner face aux Anglais qui revendiquaient d'être les plus grands inventeurs du monde. Et dans ce conservatoire, non seulement nous conservons 80 000 objets, plus de 20 000 ouvrages, de très nombreux ayant été sauvés de la destruction de la Révolution française, mais nous sommes aussi un haut lieu de l'innovation technique, technologique, et de l'innovation également dans les idées, dans les sujets, y compris géopolitiques. Dans quelques jours, je le dis bien, le CNAM fêtera ses 230 ans. Le 10 octobre, jour pour jour, nous aurons 230 ans, c'est la date du décret fondateur. Et au cours de ces 230 ans, et tout au long du mois d'octobre, nous organisons toute une série de manifestations. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet
Et je vous invite à ces manifestations qui sont ouvertes au public. Vous aurez peut-être aussi le plaisir, si vous êtes libre, de venir écouter à nouveau Alain Bauer, qui nous expliquera en duo avec Nicole Gnesotto comment, face aux menaces, nous pouvons réagir et sortir des crises. Enfin, je voudrais terminer en disant, et nous mettrons aussi en avant cet enjeu-là durant les 230 heures, que tout ce que nous faisons au CNAM, qu'il s'agisse de la formation ou qu'il s'agisse de la recherche, qu'il s'agisse encore de la diffusion de la culture scientifique et technique, tout cela se rattache à un sujet qui monte depuis quelques années et dont vous vous êtes emparés bien avant qu'il ne vienne dans le discours politique de manière récurrente. Ce sujet, c'est la souveraineté. L'étude annuelle du Conseil d'État, qui est sortie il y a 2 semaines, porte précisément sur la souveraineté. Et lors de ces 230 ans, nous allons mettre en avant le rôle de la formation et de la recherche comme enjeu de souveraineté d'un pays tel que la France. Donc vous voyez que tous les regards se croisent et tous les regards aujourd'hui convergent vers le CNAM, tant ces enjeux, tant ces sujets géopolitiques dont vous vous emparez sont importants et essentiels. Et une institution comme le CNAM, du haut de ses 230 ans, avec la stabilité qu'elle incarne, avec aussi cette image historique, et vous êtes ici sur le lieu d'une ancienne abbaye qui date du VIe siècle, une institution comme le CNAM, avec aussi ses centres en région, en Outre-mer, à l'étranger, en Afrique, où nous avons 3 centres, au Liban, où nous avons un centre, et tous les partenariats que nous faisons avec de très nombreuses universités, grâce aux enseignants-chercheurs et à leur implication. Eh bien, une institution comme le CNAM est particulièrement bien placée en réalité pour aborder les sujets que vous allez aborder aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Pour terminer, je voudrais saluer l'innovation et l'audace aussi des docteurs et doctorants qui vont, à la fin de la journée, vous présenter leur thèse en 180 secondes. Et je peux vous dire que quand on a passé 3, 4, 5 ans sur une thèse, la présenter en 180 secondes, c'est un défi. Merci beaucoup, Madame l'administratrice générale. Je tiens à souligner une nouvelle fois le soutien indéfectible dont nous avons fait l'objet de votre part depuis votre nomination, à la fois pour le maintien et le développement de formations qui, comme toutes celles du Conservatoire, ont une vision applicative dans les nouvelles écoles que vous portez avec détermination, comme dans ces outils un peu atypiques, mais qui sont le charme du Conservatoire, qui accueille ici d'abord tout ce que l'université ne veut pas faire, puis ensuite tout ce que l'université voudrait faire, puis ensuite tout ce que l'université nous explique qu'elle pourrait faire mieux que nous. En attendant que ceci arrive, ce qui dans notre domaine n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, je voulais saluer l'effort du Conservatoire, des collègues et des équipes pour permettre que, effectivement, pour la 14e fois, les assises de la recherche stratégique voulues par le gouvernement, à la fois la présidence de la République et le Premier ministre, puissent avoir lieu. Alors d'abord, je voulais vous saluer. Bonjour, good morning, salam, shalom, ni hao pour ceux qui nous viennent de Chine, ohayo gozaimasu, j'ai vu quelqu'un qui s'occupait plutôt du Japon. Je voulais d'abord commencer, avant de dire quelques mots, par vous informer de 2 messages. Alors évidemment, nul n'a jamais imaginé que nous pourrions obtenir leur présence eu égard à la formation qu'on va qualifier de tardive du gouvernement, mais le premier message de Michel Barnier, Premier ministre, qui est une vieille connaissance et qui m'a demandé de saluer nos travaux et de dire l'intérêt qu'il portait à ce que nous disions et à la manière dont nous abordions ces problèmes qui sont d'une totale actualité, et de Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui jusqu'à ce matin encore se demandait s'il allait pouvoir ou pas passer une tête et qui
produit évidemment à peu près le même message que Michel Barnier. Dans le cas du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évidemment, il nous revient de manière encore plus chaleureuse dans une période où les supports de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'investissement dans l'avenir, sont des sujets importants. Et comme chacun a pu comprendre, l'état de nos finances publiques nous indique plutôt de mauvaises nouvelles que de bonnes, mais ne désespérons jamais. Le titre, comme vous l'avez très bien dit, Madame l'administratrice générale, de ces 14e assises peut surprendre et certains ont indiqué qu'ils en étaient même un peu perturbés, tant ils cherchaient à en comprendre la logique. Alors, je suis allé chercher, comme souvent dans ces cas-là, au cœur des mots, et l'étymologie est un instrument extrêmement utile, car, selon l'Académie, je cite, « Une thrombose est un caillot de sang qui se forme dans un vaisseau sanguin, une veine ou une artère. La thrombose veineuse est la plus fréquente, appelée aussi phlébite. Elle peut survenir dans une veine superficielle à la surface de la peau ou bien dans une veine profonde à l'intérieur du corps. Le sang ne circule plus correctement et la pression sanguine augmente, ce qui peut amener le caillot à se détacher de la paroi et à se déplacer dans la circulation. S'il pénètre dans l'artère pulmonaire, cela peut alors provoquer une embolie qui peut être mortelle. » Je sais que nos collègues des sciences médicales, des sciences dures en général et des sciences médicales en particulier, froncent le sourcil devant l'utilisation de termes scientifiques dans d'autres domaines que les leurs. Et il convient de souligner que leur usage permet souvent d'éclairer une situation dont on ne comprend pas bien les symptômes, confondant un inconfort passager avec une dégradation durable de la situation du patient. Pour enseigner à l'Académie du renseignement et ailleurs les failles du renseignement, alors je précise que nous n'expliquons pas les failles du renseignement aux futurs et aux actuels agents du renseignement, ce serait insupportable. Non, nous faisons en sorte que les auteurs des failles et des erreurs en question viennent les expliquer eux-mêmes. Et nous en tirons une conceptualisation permettant d'imaginer qu'on pourrait éviter de les recommencer, ce qui amène évidemment à avoir un regard nouveau sur ce que sont ces inconforts passagers qui peuvent devenir un dégât durable. Notre rôle, depuis la remise du rapport défi en 2008, dont un certain nombre d'auteurs sont présents, y compris Xavier, vise à éclairer pour mieux décider. L'équipe chargée de la rédaction écrivait alors: dans un monde effervescent et peu prévisible, la reconstruction d'une pensée stratégique appuyée sur un outil souple de décèlement précoce est désormais cruciale. Depuis la fin de la guerre froide, le terrorisme et le crime organisé ont connu une mutation, une mondialisation et des hybridations telles qu'ils débordent largement du cadre statique et rétrospectif où ils s'étudiaient hier. Désormais irriguée par le concept de sécurité globale, une nouvelle pensée stratégique se doit d'intégrer défense nationale, sécurité publique, protection des entreprises et sécurité environnementale. Le monde réel, hélas, nous a depuis largement rattrapés. Les réalités des contraintes et confrontations qui se sont développées sont présentes, puissantes et particulièrement douloureuses. Après l'intermède de la chute du mur, 10 années d'une paix illusoire, marquée par des reculs de souveraineté dans presque tous les domaines, vous le soulignez, Madame l'administratrice générale, et je salue le très gros effort, alors j'allais dire très gros effort tardif, mais très gros effort quand même du Conseil d'État sur cette question, pour montrer à quel point, même si c'est tard, ça n'est jamais trop tard, il faut reprendre place dans presque tous les secteurs, du sanitaire au militaire en passant par l'industriel. Le réveil est d'autant plus brutal que derrière la crise des souverainetés de production, c'est la souveraineté des démocraties affaiblies et divisées, n'ayant pas compris les effets terribles d'une rageosphère où, en inventant un Far West sans shérif, on s'imaginait créer la liberté et nous créons de la contrainte et de la violence sur des esprits désarmés et d'autant plus manipulables que la perte de confiance envers les États s'est accentuée au rythme des crises et des errements de leur propre communication. Mais l'État, surtout l'État en France, comme la nation, dispose encore de ressources fortes, permettant d'associer lucidité retrouvée, résilience nécessaire et parfois même, de temps en temps, résistance indispensable. Aujourd'hui, les équipes du pôle et de l'équipe de recherche, sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise
On va faire PSDR 3C pour faire plus rapide, maintenant que c'est fait. Du Conservatoire national des arts et métiers. Espère avoir une nouvelle fois répondu aux attentes de celles et ceux qui veulent affronter l'avenir plutôt que de le subir. Cette journée va commencer par une présentation par Xavier Hofer, docteur en géographie et membre associé de nos équipes de la journée qu'il a conçue et coordonnée, à la suite de quoi vous aurez un certain nombre de tables rondes qui vous seront présentées au fur et à mesure. Merci de votre attention. Xavier, c'est à toi.